Youssef Debar, vous êtes le cofondateur de Talent to Africa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Bonjour Lydia et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, Monsieur Debar, quelles sont les missions et les activités de Talent to Africa? Alors, bon, Talent to Africa est né à la base suite à une volonté de faire revenir les cerveaux des enfants d'Afrique qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils participent à l'essor du continent. Après, en termes de mission, on reste donc aligné avec cette vision à travers l'organisation d'événements de mise en relation entre les talents. À ce moment-là, on a que ce soit de la diaspora ou des talents locaux, et avec les boîtes, les multinationales ou bien les champions panafricains qui agissent sur le continent. Donc, Talent to Africa a des bureaux un peu partout en Afrique, à Dakar, Abidjan, Nairobi, à l'île Maurice. Voilà. Alors, en tant qu'entrepreneur, quel état des lieux faites-vous de l'écosystème des startups en Afrique, particulièrement au Maroc? Ben écoutez, en Afrique, il y a, disons, quatre écosystèmes qui se détachent. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est bien évidemment en tête de peloton. Puis après, vous avez deux gros écosystèmes que sont l'Égypte et le Nigeria, de par la taille de leur marché. Donc, Égypte, 100 millions d'habitants à peu près, et puis Nigeria, 200 millions. Donc, bien évidemment, les fonds sont intéressés par ces deux marchés-là et donc, du coup, sont attirés. Après, en quatrième, il y a un hub très intéressant qui est le hub de Nairobi. Au Kenya, d'accord, bon, on n'est pas sur des tailles de marché aussi grandes que celles du Nigeria ou de l'Égypte, mais on a une activité et puis un dynamisme qui est vraiment très intéressant. Donc, le Kenya se démarque, si on ramène ça au GDP, donc au PIB par habitant, et à la taille de la population, le Kenya est un fait figure de bon élève. Après, par rapport au Maroc, donc, il existe malheureusement encore pas mal de freins, notamment sur la réglementation d'échange. Comme vous le savez, une start-up se doit d'être capable de payer facilement en devises, que ce soit pour l'utilisation d'outils online, pour rémunérer des talents qui peuvent être un peu partout dans le monde. Et la réglementation d'échange est un petit peu contraignante au Maroc. C'est un réel frein. Après, le deuxième frein, c'est la taille du marché et la non-intégration dans une zone économique. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, à part l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Égypte, où les marchés locaux ont une taille importante, les startups dans d'autres pays plus petits démographiquement ou économiquement reçoivent plus d'investissements que le Maroc. Donc, le Maroc est vraiment absent des classements des hubs qui reçoivent des investissements à cause de ce fait de la non-intégration de l'Union du Maghreb arabe, qui est désormais figure de projet du passé, malheureusement. Et donc, l'idée, c'est que le Maroc rejoint un petit peu la CEDEAO, mais c'est en cours, même si ça prend un peu de temps. Après, le troisième frein, moi, je dirais, au Maroc, c'est l'absence d'un cadre légal adapté pour gérer les relations entre entrepreneurs et les fonds d'investissement, les venture capitalistes, comme on les appelle. Donc, actuellement, au Maroc, quand il y a un fonds qui veut rentrer dans une start-up, le format qui est utilisé, c'est le format d'une SA. Or, comme vous le savez, la SA, c'est un format qui est quand même assez lourd, avec donc des assemblées générales, des conseils d'administration, etc., et qui peuvent un peu défocuser l'entrepreneur qui doit être concentré sur la réussite de sa start-up. Alors, vous avez parlé des freins, justement. Que manque-t-il aujourd'hui au Maroc, selon vous, pour devenir une startup nation? Écoutez, c'est une très très bonne question. J'ai fait des petites recherches juste pour donner un petit peu des chiffres pour positionner un petit peu le Maroc sur l'échiquier mondial. C'est un KPI qui est le Venture Capital Investment per capita, c'est-à-dire que les fonds reçus par tête d'habitant.
D'accord? Donc, le premier de la classe, c'est Israël, avec $600 par habitant. Après, on retrouve les USA, donc avec $300 par habitant. L'Europe, qui est 10 fois moins, donc on est à $30 par habitant. Après, vous avez l'Égypte, qui a $3 par habitant. Et au Maroc, on doit être à 0,3. D'accord? 0,3 $ par habitant. Donc, on est encore loin, mais il y a une bonne dynamique, il y a un bon momentum, je pense, pour pouvoir, en tout cas, rendre le Maroc une Startup Nation. Après, donc moi, selon moi, c'est ma lecture juste personnelle, je pense que le Maroc doit agir sur 5 points. D'accord? Premier, c'est devenir un talent hub, c'est-à-dire que le Maroc, comme ce que tente de faire le Rwanda, doit se positionner pour attirer les meilleurs talents d'Afrique, d'accord, avec une facilitation en termes de visa, d'immigration, etc. Mais le Maroc doit devenir un petit peu la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley a réussi, ça on ne le dit pas assez, mais principalement à cause de l'immigration, de tous les gens qui venaient de partout dans le monde. Donc nous, le Maroc doit avoir ce positionnement-là, donc devenir un talent hub panafricain. Deuxièmement, c'est booster l'industrie du VC, donc du venture capital. Venture capital, c'est en fait l'investissement c'est le nom technique pour décrire l'investissement dans les startups. Et il y a un modèle qui a fonctionné bon, au milieu des années 90, c'est le modèle de Yozma en Israël. En gros, ce qu'avait fait le gouvernement israélien, il n'y avait pas encore d'industrie de venture capitaliste. Et ce qu'a fait le gouvernement israélien, c'est que il a décidé d'allouer une enveloppe de 100 millions de dollars, d'accord. Et bien évidemment, à travers une agence qui a été créée, ont lancé 10 fonds d'investissement. Au Maroc, on n'est pas non plus au niveau zéro, il y a quelques fonds, mais le gouvernement et l'État doivent avoir un rôle de plus d'accélérateur et après se retirer, parce que finalement, on a juste besoin du gouvernement pour allumer un petit peu la mèche et laisser cet écosystème se gérer par soi-même. Pour ce qui est du troisième axe, afin de permettre au Maroc d'aller dans la voie d'une startup nation, c'est tout ce qui est environnement légal. D'accord. Moi personnellement, je discute avec beaucoup de fonds et qui sont donc dans l'écosystème de startup. Ils préfèrent encore aller soit à l'île Maurice, soit dans d'autres destinations plus intéressantes à cause de la lourdeur, disons, légale et administrative que propose le Maroc. Et ça, c'est un point vraiment très, très important auquel il faudra remédier en adoptant des réglementations adaptées au monde de la startup si on veut vraiment devenir une startup nation. En quatrième dimension, je citerai la culture, d'accord, qui est vraiment très, très importante. C'est la culture entrepreneuriale. Alors, Et pardon, excusez-moi, est-ce que la culture entrepreneuriale, elle est suffisamment ancrée chez les Marocains? ben, alors, je vous dirais que oui et non, parce que oui, quand vous voyez un peu le tissu socio-économique, vous avez quand même 95% de boîtes qui sont des PME, donc derrière ces PME, il y a bien des entrepreneurs, mais on a encore une peur de l'échec et de ne pas réussir qui est quand même encore assez ancrée. Or, dans toutes les success stories de Startup Nation, on vous dit que pour pouvoir réussir et faire de belles success stories de startup, il ne Faut faut prendre le plus, risque. faut abandonner cette histoire de peur de l'échec. Et ça, je pense que ça vient avec le temps. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens pour dire aux gens que c'est pas grave si on échoue. Et if you fail, fail forward. Donc si vous échouez en tombant devant. Et tous les gens qui ont réussi, toutes les success stories de start-up, c'est des gens qui ont échoué. Malheureusement, les gens ne retiennent que les succès, mais juste avant, il y a sûrement eu des échecs. Et puis, le cinquième et dernier point, et je finirai avec ça, c'est un leadership au plus haut sommet de l'État. Je recite le modèle du Rwanda, donc à travers cette agence qui booste tout ce qui est innovation. C'est rattaché
directement au chef de l'État, à Paul Kagame. Et pareillement, il y a 20 ans en Israël, c'était une agence qui était liée directement au Premier ministre. Donc, pour que ça marche, et on voit que dans des exemples de projets comme Tangemet, par exemple, c'est une agence qui a été créée, qui a été reliée au plus haut niveau de l'État, et on voit comment ça a marché et comment ça a donné des résultats. Voilà un petit peu, moi, ma lecture de la situation sur comment devenir une startup nation. Youssef Debar, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Talent to Africa. Merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Lilia.